Bienvenue sur la chaîne Mystère et Boule de Gomme. C'est moi au montage. Ça va être dégueu l'image pour les premières minutes parce que j'ai eu des fichiers corrompus et ça me tentait pas de recommencer le tournage. Mais ça durera pas longtemps, vous allez revoir ma face en HD bientôt. Cette vidéo est une histoire que je raconte pour la deuxième fois. J'avais déjà fait 3 uploads de cette histoire dans les débuts de la chaîne et même avant ça, et le montage ne me plaisait juste pas. J'ai décidé de la refaire, je l'avais au départ racontée sans aucune note et vous allez voir que ça ne fait aucun sens vu la complexité de l'histoire. Le montage avait été catastrophique selon moi et je l'avais mise en ligne 2 fois sur une autre chaîne car la première fois j'avais oublié d'ajouter une séquence vidéo importante que j'avais pas inclue, donc je l'ai remis une deuxième fois et puis la troisième fois c'était quand je l'ai transférée sur cette chaîne-ci en la retravaillant. Mais même en retravaillant le montage, je ne suis toujours pas satisfaite du rendu, donc je vous en refais une meilleure version puis je vais ajouter d'autres infos qui n'étaient pas dans la première version ainsi que plus de photos et de mises à jour en espérant qu'elle ait autant de vues et même plus que l'autre vidéo qui semblait bien vous plaire. Donc, partagez-la. L'autre vidéo restera sûrement quand même en ligne. Restez à l'écoute, ce personnage va vous glacer le sang. Cette histoire est d'une folie incroyable. C'est parti! J'ai envie, dans un but informatif, de vous montrer d'autres aspects psychologiques de la race humaine, de ce qui touche différents individus dérangés. Je n'en fais cependant pas une obsession, donc il n'y aura pas que de ça sur ma chaîne, mais je pouvais pas ne pas vous parler de cet individu et de son horrible vie. Ceux qui ont un cœur sensible, cette vidéo n'est pas graphiquement choquante, mais seulement les gestes décrits. Je vous avertirai avant de dire un truc trop dégueu. Les chapitres sont en description et en commentaire épinglés si vous voulez visionner en plusieurs parties. Je voulais vous parler d'un tueur en série américain duquel j'ai trouvé son acharnement pour sa passion meurtrière très... J'ai pas de mots. Je vais plutôt vous raconter cela. Herman Webster Mudgett, ou bien plus connu comme H.H. Holmes. Cet homme est né le 16 mai 1860, donc ça remonte quand même à très loin. Je n'imagine même pas ce qu'il aurait pu faire aujourd'hui dans notre ère moderne. Son pseudonyme dit professionnel par lequel il était le plus connu, c'était le docteur Henry Howard Holmes. Ouais. Ce qui fait peur là-dedans, c'est que c'est supposément un docteur. Vous allez voir, c'est assez creepy. Holmes est l'assassin d'environ au moins 200 clients dans son hôtel. Il avait ouvert un hôtel exprès pour ses 10 clients. Il l'a ouvert à Chicago à l'occasion de l'exposition universelle de 1893 qui se trouvait à honorer le 400e anniversaire de Christophe Colomb. C'est aussi à cette expo que la première grande roue du monde fut créée. C'était tout un événement. Holmes, c'est le genre de malade qui a avoué 27 meurtres sur les 200 suspectés. Sur les 27, seulement 9 ont pu être confirmés. Parce qu'en 1800 quelque chose, dans ces années-là, les moyens qu'on avait pour mener les enquêtes et faire des analyses, ce n'était pas comme aujourd'hui. Je n'imagine même pas ce qu'il aurait pu faire, lui, en tant que meurtrier maladif, psychopathe, étrangement fou, avec les moyens d'aujourd'hui pour peut-être même pas se faire attraper. Qui sait? Bref, son début de carrière criminelle était basé sur la fraude et la contrefaçon, y compris un remède contre l'alcoolisme, les escroqueries immobilières et une machine qui prétendait fabriquer du gaz naturel à partir de l'eau. Il vendait de l'eau minérale d'une source naturelle venant en fait de l'eau qu'il trouvait en ville, qu'il revendait. Et en tout cas, une affaire dans son sous-sol, bref. Dans le fond, il puisait carrément dans une conduite d'eau de la ville à partir de son sous-sol, puis il aromatisait l'eau avec genre de la vanille, puis il la vendait pour 5 cents, ce qui était cher à l'époque, comme un médicament sous forme d'élixir, puis il appelait ça Linden Grove Mineral Water. L'eau minérale Linden Grove. Il a été attrapé, mais il n'a pas été inculpé.
Holmes était aussi un fan d'Edgar Allan Poe, un poète romancier, nouvelliste, critique littéraire, dramaturge et éditeur américain mort à Baltimore le 7 octobre 1849. Edgar était surtout connu pour ses contes de mystère et de macabre. Il faisait de la fiction gothique et ses thèmes les plus récurrents traitaient des questions de la mort, y compris ses signes physiques, les effets de la décomposition, les préoccupations de l'enterrement prématuré, de la réanimation des morts et le deuil. Tout ce que Holmes adorait. Malgré que ces meurtres aient été commis après ceux d'autres personnes comme le docteur écossais-canadien Thomas Neil Cream, le meurtrier d'Austin Axe dont on connaît l'identité et les Bloody Benders, une famille de meurtriers, on fait quand même référence à Holmes comme étant le premier tueur en série américain connu. C'est sûrement pas le premier ni le dernier, mais bon, c'est son glorieux titre qui lui a été attribué. Je vais vous mettre la photo du bonhomme. Donc, c'est cet homme. Il serait né dans le New Hampshire. Il aurait tué toutes ses victimes dans la période entre 1888 et 1894. Pendant ce temps-là, vous allez voir qu'il a voyagé. Il a résidé à différents endroits. Et sur le fameux Wikipédia, on peut voir qu'il aurait fait des meurtres dans ces régions suivantes. Chicago, en Illinois, Irvington en Indiana et Philadelphie en Pennsylvanie. À cette époque, c'était devenu une affaire vraiment politique qui avait attiré l'attention des gens. Tout le monde en parlait, entre autres grâce à plusieurs articles que les journaux, un journal en particulier, avaient publiés. Et suite à cela, son histoire fut seulement ravivée vers 2003 quand ils sortirent un best-seller appelé « Le diable dans la ville blanche », inspiré de cette histoire, de la vie de cet individu et de ses meurtres. Ce best-seller était en anglais et il sortit en français en France seulement en 2011. Donc on en a quand même entendu parler plusieurs fois dans le cours des dernières décennies, c'est-à-dire de 2003 à aujourd'hui. Et ça a attiré mon attention. Je me souviens plus où puis quand était la première fois que j'en avais entendu parler, mais je crois que c'était en faisant des recherches qui menaient à d'autres recherches que je suis tombée sur l'histoire de cet homme. Vous connaissez comment Internet fonctionne, t'sais, on cherche de quoi puis on se perd dans d'autres sujets. Je me souviens aussi par la suite avoir vu un reportage à la télé québécoise et j'ai découvert qu'un film avait été fait en 2004 sur la vie de cet homme, H.H. Holmes, America's First Serial Killer. C'est un film de type documentaire plutôt. Aujourd'hui, son surnom n'est plus le docteur H.H. Holmes, c'est plutôt devenu le docteur Torture. En tout cas pour plusieurs personnes qui l'appellent comme ça, parce que c'est aussi ce qui est mentionné dans le film. Bon, suite, et à travers cela, il y a eu d'autres ouvrages, d'autres livres, d'autres articles que des gens ont écrit à propos de lui. Il y a eu le producteur du film documentaire de 2004 qui sortit un livre en 2005 intitulé The Strange Case of Dr. H.H. Holmes. Puis il y a eu un film documentaire en 2018 intitulé H.H. Holmes, le mal originel. On attend aussi une série télévisée avec Leonardo DiCaprio. Au départ, c'était supposé être un film, mais en 2019, il a été annoncé que ce serait une série. Ça fait depuis 2003 que Leonardo veut en faire un film, mais il y a eu des difficultés au niveau des droits. Le détective Frank Geyer a aussi écrit un livre sur toute l'affaire en 1896, The Holmes Pitzel Case. Sinon, voici d'autres livres publiés, mais j'en oublie, c'est sûr. Là. Son histoire a aussi été racontée à la radio à plusieurs reprises, dont en 1938 à Chicago. Un extrait audio de 1943 est aussi disponible, sûrement le même utilisé 5 ans plus tôt. Il est aussi possible de faire un parcours guidé à thématique d'horreur dans lequel on vous amène à divers lieux où Holmes a vécu. On vous raconte des faits biographiques, puis on vous montre des objets ou des photographies comme des lettres écrites de sa main, etc. Il existe aussi un hôtel, l'hôtel Hollow à Londres, qui a construit un hôtel s'inspirant du château de H.H. Holmes. C'est pas un hôtel où vous pouvez y passer la nuit, mais c'est plutôt un escape game. Les clients de ce faux hôtel sont accueillis au bar et à la réception, mais sont rapidement emmenés dans leur chambre. C'est à ce moment que la vraie aventure commence. Pendant environ une heure et demie, en fait, les visiteurs vivent une expérience d'épouvante, une expérience psychologique et décident de leur destin. 7 scénarios possibles sont proposés, puis ils varient en fonction de la façon dont les visiteurs interagissent avec les différents objets et personnages de l'aventure. Ça a eu lieu en 2018, mais c'est maintenant inactif. Ok, c'est bien beau tout ça, là, mais qu'est-ce qu'il a fait lui exactement?
Un peu de patience, j'embarque dans l'histoire de H.H. Holmes. Et ça vaut la peine de rester jusqu'à la fin parce que ça s'en va en... Plus on avance, plus c'est un engrenage plus l'histoire s'intensifie en termes de folie meurtrière, criminelle et juste... Wow! Arc! À toutes les fois, tu te dis, il peut pas y avoir autre chose qui s'ajoute, mais il s'ajoute toujours quelque chose, alors restez jusqu'à la fin. Je vous invite à faire pause au pire et je vais mettre les chapitres en commentaire épinglés et dans la description YouTube de cette vidéo si jamais vous voulez y aller par chapitre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait lui exactement? Il en a trop fait. Ça va devenir très intéressant, entre guillemets. C'est juste très fascinant de voir comment quelqu'un peut fonctionner dans sa tête et commettre des gestes autant délibérés et autant fous. Parlons un peu de la jeunesse et de la vie privée du Dr. Holmes. On va l'appeler Mudgett pour le moment, qui est comme son nom de famille de naissance avant qu'il se dore de ses nombreuses fausses identités et de son titre de docteur. Donc, Mudgett est né à Gilmanton, dans l'État du New Hampshire des États-Unis. Voici une ou plusieurs photos de l'emplacement. Ses parents sont Levi Horton Mudgett et Theodate Page Price. Leurs noms inhabituels proviennent du fait qu'ils étaient les descendants directs des premiers pionniers de la région. Mudgett était le troisième enfant de sa famille et comme ses frères et sœurs, Hélène, Arthur et Henry, il avait reçu une éducation très stricte. Son père, supposément qu'il était alcoolique et violent, et c'était un agriculteur. Et sa mère était une fervente de la religion méthodiste et elle lui infligeait beaucoup de principes de la Bible. Elle lisait la Bible à son fils également. Petite parenthèse, les méthodistes, ça vient de l'Église anglicane. C'est un courant du protestantisme mais qui regroupe différentes églises. Mais toutes ces églises et ces orientations trouvent leur inspiration à travers la prédication de John Wesley qui était du 18e siècle. Aujourd'hui, il y a encore 80 millions à peu près de gens qui se revendiquent être des méthodistes. Donc, on revient à l'enfance de Mudgett. À ce qu'il paraît, il n'aurait pas eu une enfance très paisible, simple puis innocente, comme c'est souvent le cas normalement dans la plupart des histoires de meurtriers ou de gens qui ont fait des choses affreuses. Par exemple, ses parents n'hésitaient pas à les enfermer au grenier pendant toute une journée, sans manger, avec interdiction de parler pour les punir. Alors, ce type d'environnement familial... bof, tu sais, on repassera. Ça crée souvent une certaine frustration qui se développe un peu en psychose au fil du temps. Quand Mudgett était jeune, il avait peu d'amis. Et ça dit que le peu d'amis qu'il avait, on parle de 2 garçons, sont morts alors qu'ils étaient en train de jouer tous les deux. J'ai pas trop de détails à ce sujet, c'était pas très clair, mais ça crée un traumatisme. Et là, je dis pas ça pour l'excuser, là, loin de là, mais bien pour relater les faits. Il paraît que Mudgett aurait été forcé par ses camarades de classe dans son enfance vers 10 ans et demi, ce qui est assez bizarre en soi, vous allez voir, de voir et toucher un cadavre humain après qu'ils aient appris la peur de Mudgett envers le docteur local et qu'il l'ait enfermé dans un placard de la clinique. C'est vraiment improbable dit comme ça, mais dans les années 1800, les squelettes utilisés en classe ou dans les cliniques pour apprendre le corps humain, la biologie, machin chouette, ben c'était pas une décoration plastique, c'était vraiment un squelette, un cadavre humain. Reste que c'est assez glauque de faire subir ça à un enfant entre camarades. Pour le docteur local, je vois ça comme la peur de quasiment tous les enfants envers les dentistes quand on est petit. Donc les camarades auraient voulu amener Mudgett au squelette / cadavre humain du docteur local pour lui faire sa petite initiation, cette petite moquerie, cette petite blague. Mais c'était quand même dans le but de lui faire peur, sauf que ce qui arriva, ben c'est plutôt le contraire. Mudgett a plutôt été très fasciné. Il semblait quand même détaché de tout ça, de la mort. Ça le fascinait, alors attention aux oreilles sensibles. Il était dans les bois et il disséquait des animaux. Il les disséquait quand ils étaient encore en vie. Il les attaquait, puis à partir de là, il est devenu vraiment rapidement obsédé par la mort
en général. Les autres enfants de son âge le trouvaient arrogant, donc ils le tenaient souvent à l'écart. Et Mudgett se faisait un peu malmener, se faisait mépriser. Ça, c'était son enfance. Fait que c'était un enfant intelligent intellectuellement. Tu sais, il n'y avait aucun problème d'apprentissage scolaire. Dans son adolescence, maintenant vers l'âge de 16 ans, il devint un charmant jeune homme. Il avait appris à charmer. Il était élégant, poli, brillant et particulièrement flatteur. Il avait les yeux bleus et une belle moustache bien taillée ainsi que de beaux traits de visage. Donc, ben, c'est ça. Alors, sa popularité a changé si on compare à sa popularité étant enfant. Donc, il a quitté la maison familiale à 16 ans, il est devenu enseignant un bout de temps et il obtint finalement son diplôme comme assistant pharmacien. Puis, étant devenu charmeur, il faisait plusieurs cajoleries sans se gêner. Et fouille-moi comment, là, mais cet homme paraissait sain d'esprit parce qu'en 1878, le 4 juillet, parenthèse, le 4 juillet représente la fête des États-Unis, hein, fait que fallait que ça tombe cette journée-là en plus, en tout cas, coïncidence. Il épouse Clara Lovering dans le New Hampshire. Clara est une jeune femme issue de bonne famille et il parvint à la convaincre de financer ses propres études à lui. Ses études qu'il faisait à ce moment à l'Université du Vermont. Le Vermont, c'est un État qui est collé sur le New Hampshire. Il obtint son fameux diplôme. Ben, je sais pas si c'est un vrai diplôme ou un faux, parce que, en tout cas, ou un autre diplôme. Mais bref, il obtint un diplôme et il décide de s'en aller à Chicago, en Illinois. À ce moment, il avait en tête de poursuivre sa carrière en pharmaceutique. Donc, dès ce jeune âge, c'est là qu'il prend le faux nom de H.H. Holmes. Et c'est sous ce nom-là qu'il s'engage aussi dans plusieurs compagnies nébuleuses, dont dans l'immobilier et les affaires promotionnelles. Il fabriqua aussi un faux diplôme du département de médecine de l'Université du Michigan en 1884. Pourquoi? Ben, vous l'avez deviné sûrement, il voulait exercer en tant que médecin. Tu sais, genre, ah, j'ai touché un cadavre, waouh, je vais devenir médecin pour pouvoir toucher des cadavres, fascinant. Tu sais, c'est très glauque, là. Ce qu'on voit là, c'est vraiment une photo de la classe médicale dans laquelle était véritablement Holmes à l'Université du Michigan. Parce que oui, il a vraiment fait certaines études là-bas. Ça date de 1884. Si on revient un peu dans le temps, pendant qu'il était à ses études, car oui, il a étudié quand même la médecine, même s'il s'est un jour fait un faux diplôme, un faux doctorat, et il volait des corps dans les laboratoires. Il les défigurait totalement et s'amusait à prétendre que des gens avaient été tués accidentellement. Dans le but, et c'est là que je vous dis que c'est vraiment fascinant de voir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui planifie tout ça, parce que c'est vraiment du planning, là, vous allez voir. Tout fait du sens dans ce qu'il concrétise. Ben, tout fait du sens. En tout cas, on se comprend. Il fait donc ça dans le but de récolter de l'argent des assurances de ces personnes décédées, puisqu'il avait souscrit des polices d'assurance vie sur chacune de ces personnes décédées. Bon, pour le moment, il n'y a pas de suite à ce sujet-là et ça semble passer inaperçu. Pour en revenir à sa femme Clara, ils ont un enfant en 1880. Leur enfant s'appelle Robert Lovering Mudgett. Avec Clara, il fonctionnait encore avec son vrai nom. À l'âge adulte, Robert, c'est pas rien, là, mais il devient un expert comptable puis gérant de Orlando en Floride. C'est pas une petite job d'étudiant, là. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette famille-là était quand même bien ressourcée, bien placée pour que Mudgett réussisse à faire un planning autant diabolique du début à la fin, faire perdurer son plan et réussir ses démarches. Il devait quand même avoir une certaine intelligence, bien que pas sain d'esprit. Puis les parents de Mudgett, étant eux-mêmes des descendants, des pionniers, et à son tour, son fils qui reçoit quand même de grosses responsabilités, ça me fait croire que Mudgett était à cette époque très bien vu dans la société. Mais alors qu'il était encore marié en janvier 1887, donc quelques années à peine plus tard que son mariage, il épouse Myrta, Myrtle des fois qui est mentionnée, mais en tout cas c'est comme la même chose, c'est comme une traduction du nom. Donc Myrta Belknap, alors qu'il est encore marié à Clara. Il a épousé celle-ci à Minneapolis, au Minnesota, puis ils ont eu une fille nommée Lucy Theodate Holmes. Holmes?
Oui, avec Myrta, il utilisait sa fausse identité. Donc leur fille est née en juillet 1889, soit 2 ans environ après leur mariage, et elle est née dans l'Illinois, mais j'ai pas vraiment d'informations sur elle, sauf qu'elle devient enseignante. Pendant qu'il était avec Myrta, il a emprunté à un des membres de sa famille un montant d'argent de 2500 $ pour pouvoir construire leur demeure à Wilmette. Et 2500 $ à l'époque, c'est une somme faramineuse. Voici une photo de la demeure, voilà. Donc c'est quand même pas rien pour l'époque. Sauf que, en effet, il avait emprunté 2500 $ à un oncle de la famille de Myrta, mais il avait aussi imité sa signature pour obtenir 2500 $ de plus. Sauf qu'il craignait de se faire prendre. Donc, qu'a-t-il fait? Il a invité l'oncle en question sur le toit de l'édifice. On sait ce qui allait se passer. Mais l'oncle n'a pas voulu y aller parce qu'il avait le vertige. Simplement. Et la fausse signature a fini par être découverte et lorsque Myrta l'apprit, elle supplia son oncle de ne pas porter plainte, ce qu'il a accepté. Par contre, il aurait dit, à ce qu'il paraît, si je serais monté sur le toit, la fausse signature, n'aurait jamais été découverte parce que je n'aurais jamais remis les pieds dans la maison pour la découvrir et je n'aurais pas été là pour m'en apercevoir. L'oncle savait ce qui l'attendait là. Aussi, le père de Myrta déclara que Holmes avait essayé plusieurs fois de signer des actes de propriété à sa place pour essayer de s'en approprier. Il a aussi dit que Holmes avait tenté de l'empoisonner quand il avait découvert, j'imagine avec son frère et tout, là, les faux papiers. Holmes vit avec Myrta et Lucy, leur fille, à Wilmette. C'est dans l'Illinois, comme je disais, et il passe la majeure partie de son temps à Chicago pour son travail. Il y a environ 300 km, soit presque 19 000, entre les deux villes. Il fait quand même une demande de divorce à Clara après s'être marié avec Myrta. Je sais pas trop comment ça se passait les divorces là, dans cette région à cette époque, mais je trouve ça étrange qu'il ait pu épouser 2 personnes, mais en tout cas, c'est juste étrange que les gens n'aient pas fait le lien entre les 2 identités, je trouve. Donc, lorsqu'il abandonna Clara, vu qu'il lui avait déjà pris tout l'argent qu'il pouvait lui prendre pour aller terminer ses études à l'Université du Michigan, elle partit de son côté refaire sa vie, disons, avec son fils dans le New Hampshire. Voici la photo de Clara. Et elle ne revit jamais son mari. Et honnêtement, tant mieux pour elle, vraiment. Le divorce s'est finalisé seulement en 1891, soit 4 ans après le 2e mariage de Modjet alias Holmes, celui avec Myrta. Là. Et puis là, l'histoire se répète parce que le 9 janvier 1894, Holmes se remarie avec une autre femme alors qu'il est encore marié à Myrta, sa 2e épouse. Il épouse Georgiana Yoke à Denver, au Colorado. Et en plus, pendant ce temps-là, il y a aussi une liaison avec Julia Smith Connor, qui est la femme, donc elle aussi est mariée, d'un de ses anciens employés, Ned. Holmes avait d'abord essayé d'avoir une relation avec la sœur de Julia, qui s'appelle Gertie, mais elle l'avait rejetée, donc il s'était tourné vers Julia. Julia va d'ailleurs plus tard devenir une des victimes de Holmes. Mais on va y revenir. Et à partir de maintenant, je vais l'appeler Holmes car il possède plus de 7 identités différentes connues, supposément. De celles qu'on sait, il y a... je vais lire, ok, pour pas me tromper. Herman Webster Modjet, son vrai nom. Harry Gordon, Alexander E. Cook, Alexander Bond, J. Howell, George H. Howell, A.C. Hayes, Franklin Pratt, O.C. Pratt, D.T. Pratt, Edward Hatch, Hébert A. Anderson, Henry Mansfield Howard, Dr. H. Holmes, Dr. Henry M. Howard Holmes, Henry Howard Holmes, Melvin Hollis, J. A. Judson, G.D. Hell et Frank Wilde. Désolée, je faisais comme du franglais avec les mots. Holmes n'avait plus d'argent, entre autres l'argent volé à Clara, donc il commença à faire ses escroqueries d'assurance. Il embarqua des connaissances avec lui dans ses fraudes. Ça engageait ses camarades de fraude qu'ils se prennent une assurance à leur nom avec Holmes comme bénéficiaire.
Il devait disparaître en se cachant pendant un certain temps afin que Holmes lui récupère l'argent des assurances et le partage avec eux. En bref, Holmes était polygame dans ses relations avec les femmes et il continuait de faire des escroqueries d'assurance. Holmes avait prévu de cacher un de ses faux cadavres volés et de le faire passer pour celui du camarade supposément décédé. Ça a malheureusement bien marché. Il a occupé un poste dans un asile pour un certain laps de temps, mais il n'a pas aimé son expérience. Il a été embauché dans une pharmacie comme commis, sauf que peu de temps après, un de ses clients qui avait pris une de ses préparations miracles est mort subitement. On va en parler bientôt de cette préparation puis des clients de Holmes. Holmes quitta la ville de Denver, je crois. Je suis plus sûre, en tout cas, bref, détail anodin, on va dire. Et de retour à Chicago, voilà où commence la réelle histoire de l'Hôtel Holmes, le château des meurtres. À partir d'ici, ça devient super flippant, super débile, super sadique et tellement improbable, mais pourtant bien vrai. En 1886, Holmes était passé devant la pharmacie du docteur E.S. Holton. Le monsieur Holton était atteint d'un cancer et c'est donc sa femme qui s'occupe de la pharmacie. Donc Holmes, en tant que faux docteur fou, il a des plans dans la tête. De plus en plus occupé, la femme qui a en charge la pharmacie de son mari mourant engage Holmes pour l'aider. Il devient assistant. C'est bien sûr usant de son charme, de son hypocrisie, que Holmes apparaît après quelques mois comme étant le parfait assistant, ouais. Il plaît énormément à Madame Holton. Le commerce pharmaceutique ne cesse de s'élargir, de prospérer, donc elle nomme Holmes gérant. En 1887, soit un an après, lorsque son mari décède, elle vend le commerce à Holmes. Mais elle engage un avocat envers Holmes qui ne paie pas ses dettes. Puis tout d'un coup, elle disparaît mystérieusement. Madame Holton manque à l'appel. Pouf! Alors que toutes les personnes s'intéressaient à savoir pour quand était prévu le retour de Madame Holton et que se passait-il, Holmes ne faisait que raconter qu'elle était partie en Californie sans donner d'adresse, de numéro de téléphone, et juste rien du tout. Ben oui, elle est en Californie et elle s'y plaît tellement qu'elle ne donne pas de nouvelles à personne et ne planifie même pas de revenir, disait-il. Faites-moi confiance, je vous le dis que c'est ça qui est arrivé, disait-il. Non. Holmes s'installa tranquille pendant que Madame Holton était supposément en Californie et des voisins sont venus s'installer. Un couple avec une fille. Je vais vous mettre la photo de la mère et de sa fille. Holmes les avait tout de suite repérés et il a voulu séduire la femme, la mère, et elle était devenue sa maîtresse. C'était Julia Smith Connor, la femme dont je vous ai parlé tantôt, et son mari surnommé Ned, avec qui elle avait une petite fille appelée Pearl. Ned travaillait pour Holmes et a déménagé toute sa famille dans le building de l'hôtel de Holmes. Julia était comptable pour Holmes. Je saisis pas pourquoi tout était crédible aux yeux de tous, de tout le monde à l'époque, et pour moi c'est évident que tout est louche. En tout cas, il recommença ses escroqueries d'assurance en se servant d'un autre cadavre pour arriver à ses fins. Puis avant de déménager à Chicago pour travailler en pharmaceutique, Holmes avait pratiqué un bout de temps la médecine à New York. Je vous l'avais dit, il a été dans quasiment tous les États, là. Durant cette période, il faisait en même temps la vente douteuse de médicaments. Puis j'avais dit que j'y reviendrais. Il a même inventé un médicament qu'il avait appelé la préparation au remède miracle H.H. Holmes. C'était un remède avec lequel il faisait des tests sur des gens pour pouvoir l'utiliser sur ses victimes plus tard. C'était de la totale bullshit, là. Holmes a aussi fait, comme j'avais mentionné au début, un peu d'enseignement, toujours dans le coin de Chicago. Il a enseigné dans un comté de la région et il était logé, j'imagine gratuitement. Je suis pas certaine, là, mais en tout cas, par un fermier agriculteur. Et c'est là qu'il séduit la fille de cet agriculteur pour finalement s'enfuir une bonne nuit puis disparaître. Il l'a laissée enceinte avec des factures impayées. C'était une de ses maîtresses. Je sais plus trop laquelle parce que le nom il est pas mentionné, mais c'est pas important là, pour l'histoire. On voit quand même son pattern. C'est ça que je voulais mettre en avant. Ensuite, Holmes achète un terrain quand même assez audacieux puisqu'il se situe en face de la pharmacie sur lequel il y construit un édifice de 3 étages que les gens du voisinage surnomment le château. Je vous mets une photo ici. Ça revient à ce que je vous disais au départ, c'est cet édifice qui sera ouvert en tant qu'hôtel lors de l'exposition universelle de 1893. Il était impressionnant car en plus de sa grandeur, le bâtiment avait un système d'électricité et de gaz, ce que peu avaient à l'époque. Une partie de la structure est utilisée pour des fins commerciales.
le rez-de-chaussée du château-hôtel, et ça comprend la pharmacie qui a été relocalisée, parce que oui, il prévoit tout, et d'autres magasins comme un bijoutier, un restaurant, puis une confiserie par exemple. Les 2 étages au-dessus abritent les bureaux de Holmes ainsi que plus de 100 chambres. 35 chambres sont au 2e étage et des bureaux au 3e étage avec des chambres d'hôtel, des chambres d'hôtes en fait, là, les VIP, mais jamais utilisées. Et la chambre personnelle de Holmes. Et là, ce qui est très flippant, c'est que les chambres ne comportent aucune fenêtre. Les clients étaient enfermés. Dans le château, il y avait tellement de choses folles, bizarres, horrifiques, que je pourrais pas toutes les nommer. Il y a par exemple des portes qui s'ouvrent sur des murs de briques, des couloirs avec des angles juste étranges, des escaliers qui mènent nulle part et plusieurs trappes, des portes qui s'ouvrent seulement sur l'extérieur et des tuyaux d'arrivée de gaz, des labyrinthes, ainsi qu'une foule de constructions très étranges, beaucoup trop longues à énumérer. Certaines chambres avaient 5 portes et d'autres n'en avaient aucune, même si j'essaierais de tout vous nommer, de vous décrire, je passerais sûrement à côté, ainsi que ceux de l'époque qui ont enquêté, ils ont passé à côté de plein de détails, plein d'aspects planifiés réellement par Holmes, mais qu'on ignore à propos de la construction de ce château de torture. Holmes aurait choisi l'une des pièces les plus reculées du château pour pratiquer des centaines d'avortements illégaux. Évidemment, afin de ne pas avoir de soupçons sur lui, Holmes changea sans arrêt de constructeur parce qu'il voulait pas que les gens aient des doutes sur quoi que ce soit, puis ainsi personne n'aurait l'entièreté du plan de l'édifice. Puis aussi, il payait pas souvent les constructeurs en disant qu'il les renvoyait parce qu'ils n'avaient pas bien fait leur travail, par exemple. Après la fin de la construction de son hôtel, en juin 1891, il vendit sa pharmacie. Je sais pas si on parle ici de celle qui était au rez-de-chaussée ou de l'ancien emplacement qu'il y avait avant, là, qui était juste en face. Je pense qu'on parle de l'ancienne, mais en tout cas, bref. Il vendit la pharmacie et il s'installa dans son château. Il s'est alors mis à accuser sa maîtresse d'adultère. Je pense qu'on parle de Julia ici. Donc, le mari de Julia a abandonné le domicile conjugal et a demandé le divorce. Alors, Holmes a accueilli Julia, qui est emménagée chez lui, dans le château. Elle est restée là jusqu'à temps qu'elle apprenne qu'elle était enceinte. Holmes l'a manipulée en disant qu'il l'épouserait, elle, si elle se débarrasserait de son bébé. C'est très cru, sorry. Il faut savoir que Holmes était déjà lassé de Julia à ce moment, et comme excuse, étant donné qu'à l'époque c'était encore plus mal vu, Holmes disait qu'il n'avait pas le choix de se débarrasser du bébé parce qu'il était issu d'une infidélité. C'est con, alors que c'est Holmes qui faisait lui-même l'infidélité, en tout cas. Vraiment manipulateur, le gars, là. Puis là, évidemment, monsieur est médecin, hein. Fait qu'il possède des pièces pour disséquer, puis tout le kit, là. Oui, je vais en parler de ces pièces-là plus tard, j'en ai pas encore parlé, mais en tout cas, il avait emmené sa maîtresse Julia dans une des pièces secrètes, justement, pour pouvoir faire l'avortement. Et attention, ce que je vais dire est affreux. Ça s'est passé, tenez-vous bien, la veille de Noël, le 24 décembre 1891. Tout un esprit des fêtes, ça, ouais! Il l'a endormie au chloroforme, sauf que Julia ne s'est jamais réveillée. Ben non, en fait, il l'a tuée. Quand il eut fini de tuer Julia et le bébé, il fit la même chose avec Pearl, la fille de Julia, et il a même pris la peine de mentionner un détail, que pendant qu'il finissait son œuvre, que son horloge sonnait minuit, et c'était donc le matin de Noël. Pile Noël, il a décidé de disposer des corps immédiatement, à Noël. Pourquoi pas? Holmes choisissait ses victimes, la plupart parmi ses employés et la plupart des femmes. À l'époque, il avait demandé à la plupart de ses employés, si même c'est pas tous ses employés, de pouvoir leur fournir une police d'assurance vie afin qu'il en soit le bénéficiaire. C'était une obligation puisqu'il allait leur payer leur prime d'assurance. Aujourd'hui, ça se ferait tellement pas, là, à moins qu'il y ait des ripoux complices dans la gamique. Là. Donc, dans ses victimes, on inclut aussi des amis de cœur, donc des liaisons, et aussi des touristes qui venaient loger dans cet hôtel. Comment il procède? Ben, il les torture puis il les tue. Attention, description choquante. Certaines de ces victimes étaient enfermées dans une pièce complètement isolée, complètement fermée avec des lignes de gaz qui permettaient à Holmes de les asphyxier quand il voulait, au moment souhaité. En attendant, il les torturait.
Il pouvait faire ce qu'il voulait avec les victimes. Il y avait aussi des judas qui étaient dissimulés derrière des miroirs sans teint par lesquels il était possible d'observer ce qui se passait dans les chambres de ses clientes. Les chambres étaient bien sûr insonorisées pour ne pas qu'on les entende crier. Aussi, ça c'est assez fou, les lames, comme les planches du parquet du plancher, étaient recouvertes de contacts électriques qui étaient branchés à une espèce de tableau indicateur qui était installé directement dans le bureau de Holmes. Toutes les portes et certaines étapes étaient reliées à un système d'alarme complexe. Chaque fois que quelqu'un entrait dans le couloir ou descendait les escaliers, une sonnerie retentissait dans la chambre de Holmes. Personne ne pouvait bouger, péter ou cligner des yeux sans que Holmes en soit averti. Il était au courant de tout. Il contrôlait absolument toutes ses victimes. À cause de la façon que c'était fait, Holmes pouvait assassiner ses victimes dans n'importe laquelle de ses pièces. C'était prévu ainsi. D'autres victimes ont été enfermées dans un énorme coffre-fort insonorisé qui se situait près du bureau de Holmes. C'était comme un walk-in avec des murs en fer, des jets de gaz que Holmes contrôlait depuis sa chambre. Imaginez, là, il travaille, il sait qu'il y a une femme en train de mourir, de suffoquer, qui est enfermée dans son coffre-fort juste à côté. C'est glauque! Il pouvait facilement se débarrasser de ses victimes à partir de n'importe quelle pièce. Les corps des victimes étaient directement jetés dans une chute secrète graissée du château et les corps atterrissaient au sous-sol. D'ailleurs, plusieurs corps seront minutieusement disséqués au sous-sol et le mot minutieusement est important parce que Holmes avait un but. Son but était de s'améliorer en tant que tueur. Ensuite, les corps étaient écorchés et transformés en modèles de squelettes pour les revendre à des écoles de médecine ou à des endroits du genre. Holmes pratiquait aussi la crémation, c'est-à-dire qu'il brûlait des corps pour la destruction de ceux-ci ou bien il pouvait les placer dans un endroit servant à produire le cuir. On pouvait trouver au château également un monte-charge et 2 conduits qui traversaient les étages au complet et qui menaient au sous-sol. Il possédait également 2 fournaises géantes, des bacs remplis d'acide, des bouteilles de différents poisons et même un appareil de torture servant à étirer le corps humain. Et ce que vous devez savoir, c'est que Holmes n'avait vraiment pas l'habitude de payer ses dus, ses achats, parce que son hôtel, oui, il était impressionnant en termes de bâtiments, en termes d'architecture, pour les gens autour qui le voyaient et qui l'avaient justement surnommé le château, mais Holmes avait tout érigé et construit à crédit. Il a été poursuivi devant les tribunaux de Chicago plus de 50 fois, ce qui a été bien rapporté dans les journaux de Chicago, tout comme les fréquentes visites de la police au château, accompagnant les collectionneurs de factures pour faire appliquer les ordonnances du tribunal et tenter de trouver des preuves de fraude. Donc, durant toutes ces visites, les policiers n'ont pas remarqué d'indices d'un château de meurtre, là. Ils cherchaient des documents. Et donc, après plusieurs paiements qui ne se faisaient pas, les huissiers de l'époque, là, je sais pas si ça s'appelait comme ça, là, mais en tout cas, on se comprend, là. Donc, les huissiers sont allés pour y récupérer des biens pour se refaire payer. Sauf qu'Holmes avait déjà prévu que ça pouvait arriver parce qu'il savait qu'il ne paierait pas. Alors, avec un genre d'associés, ils avaient empaqueté et entassé tous les meubles dans une pièce fermée avec du ciment, sans fenêtre, et la pièce était donc indiscernable. Donc quand les gens sont venus pour fouiller, pour aller récupérer des biens, ils n'ont rien trouvé. Pour se défendre, Holmes leur disait que ça ne lui avait jamais été livré, et puis peu de temps après, il se fit acquéreur d'un énorme coffre-fort qu'il fit venir, celui qui a mis proche de lui dans son bureau, là, et il ne le paya pas non plus. Comme je vous l'ai dit, le coffre-fort avait son utilité morbide pour tuer ses victimes. Quand le monsieur s'est rendu compte qu'il se faisait sûrement avoir, il a voulu récupérer son coffre-fort. Sur place, il découvrit que Holmes avait refait une porte plus petite pour que le coffre ne passe plus dans la porte. L'homme voulait quand même le ramener et Holmes l'a menacé de le poursuivre pour dommage à son bâtiment s'il faisait ça. Alors le coffre-fort, il restait là.
Dans les victimes qu'il a tuées, Holmes procédait vraiment de différentes façons, selon son humeur. Un maudit troll. Parmi ses méthodes, on dénote les empoisonner, les asphyxier, les mettre dans des chambres qui se remplissent de gaz, les enfermer dans son énorme coffre-fort, prendre un plaisir fou à les écouter, les espionner se plaindre de souffrance, etc. Et les écouter en train de crier pendant la suffocation. Il y avait des marques de griffes sur les murs faites par des personnes qui avaient tenté de s'échapper. Avant de tuer, il demandait des lettres à ses victimes. Il demandait qu'ils écrivent, par exemple, à leurs proches, à leurs parents, amis, parce qu'il voulait qu'elles leur disent qu'elles s'étaient rendues à l'hôtel, mais qu'à présent, elles étaient parties faire autre chose, là, afin de vraiment éloigner les soupçons pesant sur lui ou son hôtel. Tu sais, au cas où les proches sauraient qu'elles étaient allées à l'hôtel, justement. Donc, de cette façon, ça retardait aussi la déclaration de disparition de la part de leurs proches, qui ne se doutaient pas immédiatement qu'elles étaient disparues. Et là, je vais vous parler de certaines victimes, et je vais commencer par l'histoire de la victime Emmeline Cigrand. On n'est pas trop sûr de quand, mais il a rencontré une autre femme parmi tant d'autres, grâce à son charme, qui s'appelait Emmeline Cigrand. Elle travaillait comme sténographe. Ça, c'est l'écriture des secrétaires dans le temps, puis des médecins. Ça ressemble à des lignes, là, à des virgules, des points, des formes circulaires. Là. Holmes l'a embauchée comme secrétaire, il l'a courtisée, puis demandé en mariage. Elle a accepté, mais avant de se marier, au bout d'un certain temps, ses sentiments pour lui commençaient à changer, donc elle a parlé de le quitter. Qu'est-ce que Holmes a fait alors? Parenthèse, à ce moment, il se faisait appeler Herman. Il l'a apporté dans une de ses pièces du bureau, et à ce moment, on est dans les premiers jours de 1892, il lui dit « Ah, viens dans mon bureau !» de façon très innocente, là, pour venir récupérer un dossier qui était supposément dans son coffre-fort. Dès qu'elle est entrée, il a refermé la porte et il avait versé de l'acide dans le fond de son coffre-fort. Emmeline est décédée de cette manière. C'est affreux, c'est dégueulasse. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'elle avait laissé son empreinte de pied sur la porte. On voyait clairement qu'elle avait été assassinée à cet endroit-là. Puis aux gens qui posaient trop de questions ou qui s'étonnaient qu'elle soit juste disparue, Holmes leur disait une autre connerie, soit qu'elle était allée épouser Robert Machin, là, un homme de Chicago. Peu de temps après ça, c'est vraiment fucké, là, la famille d'Emmeline a reçu un faire-part pour les aviser qu'elle s'était mariée le 7 décembre, genre juste avant de crever. Et le journal a parlé du mariage. Fait que Holmes a reçu des félicitations de ses amis, mais quelques semaines plus tard, une école médicale a reçu un squelette. On se demande c'est qui, hein? À travers les nombreux contacts qui s'étaient faits en étudiant la médecine, puis tout ça, là, ben il arrive à vendre facilement les corps pour les étudiants en médecine. Même chose pour les organes des corps. Après l'arrestation de Holmes, les policiers découvriront encore plus répugnant pour son cas. Un certain C.M. Chappell a volontairement dit à la police que Holmes l'avait payé 36$ chacun pour la préservation de 3 corps. La famille Chappell a conduit la police dans une maison du côté ouest de Chicago où, dans un coffre, ils ont trouvé le corps à moitié articulé d'une femme identifiée comme Mademoiselle Cigrand. C'était l'histoire de la victime Emmeline Cigrand. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire des victimes Minnie et Anna Williams. Une autre de ces victimes était une dame qui l'avait invitée qui s'appelait Minnie Williams. Il l'avait connue lors d'un passage à Boston. C'était une riche héritière texane et il lui a simplement proposé de venir séjourner chez lui à Chicago. Elle a accepté. Elle tomba amoureuse et écrivit à sa sœur Anna Williams régulièrement. Elle lui expliqua dans une de ses lettres tous ses sentiments, sauf que Holmes s'appelait Harry Gordon à ce moment-là, une autre fausse identité. Cependant, Anna ne s'était pas réjouie en apprenant la nouvelle de sa sœur. Elle était au contraire méfiante. Anna craignait que Gordon ne soit pas l'homme qu'il semblait être. Holmes, qui était effrayé que la sœur ait des doutes, que ça mette à l'eau tous ses projets, se maria donc précipitamment avec Minnie, avec un faux prédicateur en plus, et il demanda à sa jeune femme d'inviter sa sœur Anna pour pouvoir faire plus ample connaissance et qu'elle puisse juger par elle-même à quel point Holmes, Gordon, était un gentil personnage. Un bon garçon.
Donc, en été, Anna se fit remarquer autour de l'hôtel. Quelques semaines plus tard, Harry Gordon, Holmes le docteur fou, proposa de partir en Europe. Anna écrivit une lettre à sa tante pour lui dire que son beau-frère et sa sœur et elle-même partiraient en voyage à New York. Puis à Londres, puis à Paris aussi, puis... Elle disait dans sa lettre que si elle se plaisait là-bas, qu'elle voudrait étudier les beaux-arts là-bas. Évidemment, c'est ce que ça disait dans la lettre. Mais ce qui suit laisse sous-entendre que c'est Holmes lui-même qui l'avait écrite à sa place. Car elle dit aussi que mon beau-frère Harry Gordon fait dire que si vous n'avez plus de nouvelles de moi du tout, c'est normal, ne vous inquiétez pas, il prendra soin de moi. LOL. Donc, avant de partir, Gordon Holmes disait aux femmes qu'il avait quelques affaires à régler avant et qu'il avait besoin d'aide. Il les envoya chercher des papiers dans une pièce et quand elles sont entrées, la portière est fermée et, même scénario, personne ne revit jamais les sœurs Williams. Le surnom d'Anna était Nanny. Holmes louait un appartement de la rue Wrightwood pour Minnie. C'était un endroit beaucoup plus reculé que l'hôtel. Maintenant, je vais vous parler des victimes Sarah Cook et l'autre femme, j'ai pas le nom. Parmi ces victimes, donc, il y avait aussi 2 femmes qui étaient hébergées à l'hôtel, dont une qui était enceinte, à qui il avait promis de les héberger gratuitement si elle acceptait d'écrire une fucking lettre. À peine avait-elle signé qu'il les a assassinés. Ça, c'est dans sa confession, une des confessions de Holmes. Il a dit ces paroles, je cite, « C'était 2 morts particulièrement tristes parce qu'à la fois, ces femmes étaient exceptionnelles, droites et vertueuses, parce que Madame Sarah Cook, si elle avait vécu, serait bientôt devenue mère. » Ben oui, t'arrêtes-tu de la petite pépine, Holmes? Ensuite, je voulais vous parler des victimes Georgiana York et sa maîtresse. Toujours dans la déclaration de Holmes, il dit qu'à un moment donné, il avait reçu la visite de la police dans l'année 1893, car son nom avait ressorti dans une affaire de fraude de fausse monnaie. Ouais, un autre truc là, dans lequel il était impliqué. Pendant la visite, les policiers avaient remarqué des paquets. C'était louche. En fait, ce que contenaient ces paquets-là étaient des morceaux de corps humain. Mais ça, la police ne s'en est jamais douté. Ils ont demandé à Holmes quel était le contenu de 2 tonneaux en particulier. Et Holmes leur a simplement fait la réponse que c'était autre chose, là. Et tout de suite après que les policiers soient partis, il a commencé à les brûler. Peu après la visite des policiers pour l'affaire de fausse monnaie, Holmes épousa une autre femme, Georgiana York, et pendant ce temps, il avait aussi une autre maîtresse qu'il avait tuée, puisqu'elle avait elle aussi disparu mystérieusement. C'était une de ses employées. La prochaine victime, c'est Emily Van Tassel. Holmes engageait des femmes pour travailler comme secrétaire et comme notaire pour tous ses documents frauduleux. Il en a engagé 150. Il a offert un poste à Emily Van Tassel, une jeune femme qui vivait sur Robbie Street, tout près de l'usine de verre appartenant à Holmes. Je vais en parler plus tard de cette usine. Elle a probablement rencontré sa fin aux mains de H.H. Holmes à l'usine et non au château. Elle n'avait que 17 ans et travaillait au magasin de bonbons situé au premier étage de l'immeuble Holmes. D'autres enquêteurs modernes, dont le petit-fils de Holmes lui-même, dit qu'Emily Van Tassel travaillait plutôt au magasin de fruits et bonbons de la rue Milwaukee, mais en tout cas, à ce moment, tous ignoraient que Holmes avait un magasin sous une autre identité, et c'était celle de Frank Wilde, donc elle a peut-être travaillé aux 2 endroits, qui sait, mais bref, en tout cas. Selon le petit-fils de Holmes, elle travaillait au magasin de bonbons sur la rue Milwaukee, ayant déjà été employée par un photographe quelques portes plus bas. Elle vivait avec sa mère dans une maison de la rue Robbie, aujourd'hui la rue Damen, juste à côté de l'école Pritzker, en face du Wicker Park. Le magasin de bonbons de Holmes se situait au 1151 ou 1152 avenue Milwaukee. Le 1152 ne semble jamais avoir existé et les rues ont été renumérotées en 1909. Aujourd'hui, ce sera environ l'emplacement de 1513 North Milwaukee. On ne sait pas ce qui l'a amené à attirer l'attention de Holmes, mais elle a disparu 1 mois seulement après son offre d'emploi.
Voici une map que j'ai fait des lieux de Chicago cités dans ma vidéo. Ce sont des points de repère là, approximatifs pour certains parce que les noms de rues ont changé puis c'est difficile de savoir les numéros de porte de l'époque équivalents à ceux d'aujourd'hui. Ça m'a pris énormément de temps, mais c'est ça. J'ai fait une petite map. Il y a aussi eu la victime Jenny Thompson. Lorsque Jenny Thompson, 17 ans, blonde aux yeux bleus, dans la petite ville d'Eldorado, dans l'Illinois, est venue travailler à l'hôtel, Holmes a vu une autre opportunité. Jenny a confié à Holmes qu'elle n'avait pas écrit à sa famille et à l'origine, elle avait dit à la famille qu'elle allait vivre à New York. Il n'avait donc aucune idée qu'elle avait décroché un si bon travail à Chicago. Encore une fois, il a utilisé l'astuce du coffre-fort et Jenny étouffa dans la chambre forte. Son corps a été dépouillé de chair squelettée et vendu à la faculté de médecine de l'Université de l'Illinois. Une autre victime, Madame Pansy Lee, une veuve de la Nouvelle-Orléans, a pris une chambre dans le château. Holmes a utilisé son charme habituel après avoir appris que Pansy avait 4000 $ dans un fond de sa mallette, de sa malle. Il lui a demandé de le laisser le mettre dans son coffre-fort pour le garder en lieu sûr. Pansy a refusé, insistant sur le fait qu'elle pouvait s'occuper de l'argent comme elle l'avait fait en voyageant partout aux États-Unis. Holmes l'a tué et a incinéré son corps dans un four construit sur mesure. Sinon, on a cette liste partielle de ces victimes officielles selon les preuves et les aveux. On a Dr. Robert Leacock de New Baltimore au Michigan, un ancien camarade de classe que Dr. Holmes a tué en 1886 pour 40 000 $ d'assurance vie. Le Dr. Russell, un locataire du château, s'est fait matraquer avec une chaise lors d'un conflit de loyer en colère. Avec son corps, le Dr. Holmes a commencé la pratique de vendre des cadavres aux écoles de médecine pour 25 à 45 $. Julia Connor et sa fille Pearl ont été tuées le jour de Noël 1891, soit parce qu'elles en savaient trop, soit pour une assurance. Le squelette de Julia a été monté, puis vendu à une école de médecine pour 200 $. Monsieur Rogers de Virginie, frappé à la tête par une rame lors d'un voyage de pêche après que le docteur Holmes ait appris qu'il avait de l'argent. Une femme de chambre nommée Lizzie, la première qui étouffa dans le coffre-fort. Le docteur Holmes avait peur que son concierge marié Patrick ne s'enfuit avec elle suite à ce qu'il avait dit à Holmes concernant ses aventures extra-conjugales. George H. Thomas, cet homme a été tué sur les rives de la rivière Tombigbee, juste en dessous de Columbus, Mississippi, afin d'obtenir une assurance. Une preuve a été obtenue et des papiers de réquisition ont été obtenus, mais Holmes s'est échappé. Robert E. Phelps, cet homme a épousé Miss Sigrand et a encouru le mécontentement de Holmes. Il a été tué et le crime a été si habilement dissimulé que ce n'est que lorsque Holmes a été reconnu coupable du meurtre de Pitzel, qu'on va voir plus tard, que le meurtre a été découvert. Emmeline Sigrand, sa sténographe et sa maîtresse, il l'a étouffé le jour même où il était censé l'épouser. On en a parlé tantôt. Minnie Williams, empoisonnée et enterrée au sous-sol. Nanny Anna Williams, la sœur de Minnie, décédée dans le coffre-fort après avoir été forcée de céder tout ce qu'elle possédait au docteur Holmes. Benjamin F. Pitzel, brûlé vif pour 10 000 $ d'assurance vie. Holmes confessa ceci en écrit. Le moins que je puisse faire est d'épargner à mon lecteur un récit des appels à la miséricorde de la victime et de ses prières qui n'ont eu aucun effet sur moi. Arc. Howard, Nellie et Alice Pitzel, les enfants de Benjamin Pitzel. Howard a été empoisonné, démembré et brûlé. Nellie et Alice ont été placées dans un grand coffre gazé à travers un trou dans le couvercle et enterrées. On va voir l'histoire de toute cette famille-là plus tard. Là. Fait que ça, c'est comme une liste non exhaustive, mais une liste un peu plus officielle des victimes pour lesquelles on a eu des preuves ou des confessions. Donc, on va parler des morts de la famille Pitzel à l'instant parce que c'est directement lié à son arrestation. Donc, les arrestations et les victimes Pitzel. Holmes est capturé et arrêté
Dans les années autour de 1894, l'économie a connu une période de récession et ça n'allait pas bien. Holmes a décidé de mettre le feu à une partie de son hôtel pour faire une fraude d'assurance et pouvoir recevoir de l'argent. Ça n'a pas fonctionné car la compagnie d'assurance, après enquête, a déclaré que l'incendie avait pris feu à 6 endroits différents. C'était clair que ça avait été allumé volontairement. Holmes a paniqué, il s'est enfui. Puis peu de temps après, il est réapparu à Fort Worth, au Texas, avec son ami Benjamin Pitzel. C'était un ami avec qui il faisait des escroqueries. C'était là où il avait hérité de l'argent des 2 sœurs qu'il avait tuées. C'est qu'il les avait dépossédées avant de les tuer, là. Ben c'est ça. C'était des trucs qu'il possédait au Texas, donc il s'est ramassé là. Donc Holmes songea à construire un nouveau château, sauf que la famille des 2 sœurs se montrait pas vraiment hospitalière. Fait qu'il décida juste de s'enfuir à cheval. Et oui, on en vient à son arrestation là. Finalement, en juillet 1894, Holmes est arrêté à Chicago après avoir été traqué depuis Philadelphie par une agence de détective. Sauf que il est détenu à ce moment-là sous le nom de Howard pour vol de chevaux. À Fort Worth, Holmes a acheté plusieurs wagons de chemin de fer de chevaux avec des billets contrefaits et il a signé les papiers comme O.C. Pratt. Une autre identité. Les chevaux ont été expédiés et Holmes a fait fortune. Il est libéré avec l'aide de Georgiana Yoke, à qui il ment, puis il est dénoncé par Marion Hedgepeth. C'était un compagnon de cellule qui n'avait pas touché sa part dans une des escroqueries. Marion révéla à la police le vrai nom de Howard, le voleur de chevaux. Marion, lui, était un voleur de train. Il purgeait une peine de 25 ans. Voici l'histoire entre Marion et Holmes. Je sais, j'ai pas encore parlé de la famille Pitzel, mais ça c'est comme une histoire dans une histoire. Faut que je vous parle de celle-là avant de continuer avec l'histoire de la famille Pitzel. C'est tout s'emboîte bien là. Holmes avait concocté un plan de 20 000 $ car il voulait prendre une assurance vie sur lui-même et simuler sa propre mort. C'est là qu'il promit à son co-détenu, Marion, 500 $ car il voulait avoir le nom d'un avocat de confiance pour faire ce coup-là. Marion lui avait donné le nom d'un avocat. L'avocat avait trouvé l'idée brillante. OK. Sauf qu'une fois que c'était fait, la compagnie d'assurance avait trouvé ça bizarre, elle était méfiante et elle a refusé de payer. Holmes n'avait simplement pas insisté et il avait décidé de refaire la même chose, mais avec son complice Benjamin Pitzel. Voilà. Lui, il a accepté de simuler sa propre mort, car sa femme pourrait ainsi récolter un 10 000 $ d'assurance, cette fois, l'autre fois c'était 20 000, et le partager avec Holmes et l'avocat. Ça devait se faire à Philadelphie et Benjamin Pitzel devait jouer le rôle d'un autre homme avec un autre nom, B.F. Perry. Un genre d'inventeur qui avait été supposément défiguré dans une explosion dans son laboratoire. Donc, il a installé Pitzel dans une fausse business en concession de brevets au 1316 rue Callow Hill, juste en face de la morgue de la ville. Pitzel a accroché une feuille de mousseline sur laquelle était inscrit B.F. Perry, brevet acheté et vendu, à l'extérieur du bâtiment pour lui donner un aspect légitime. Holmes avait un appartement au 1905 Nord 11th Street qui se trouve maintenant sur le campus principal de Temple. Ça doit être, je sais pas c'est quoi, une école? J'ai lu en détail que le faux accident mortel devait se dérouler comme suit. Holmes devait soigner le visage de Pitzel avec des brûlures simulées, là, comme s'il avait été reçu dans une explosion, et lui donner un médicament qui le rendrait inconscient, simplement. Les médecins de l'entreprise seraient juste induits en erreur en pensant qu'il était mort. Ils certifieraient la mort. Puis là, Holmes ressusciterait alors Pitzel et remplacerait un cadavre dont le visage avait été brûlé de la même manière. Le cadavre serait enterré et l'assurance serait payée et tout le monde serait heureux. C'était un scénario à simuler. Mais Holmes devait trouver un cadavre, pas n'importe lequel non plus. Il devait ressembler à Pitzel, alias l'inventeur M. Perry. Pour se faciliter la tâche, il a assassiné Benjamin Pitzel, il l'a fait brûler vif et il a préparé la scène. C'est en septembre 1894 qu'un des voisins a découvert le corps de Pitzel, De Perry à ce moment-là. avec le visage méconnaissable, même si pour le médecin légiste, il y avait des détails qui paraissaient douteux, parce qu'il y avait des traces de chloroforme dans le corps. La police, elle, conclut quand même à un accident. Holmes retourna auprès de Madame Pitzel pour lui expliquer que son mari s'était réfugié à Montréal, dans la province du Québec, au Canada. Donc, elle est sûre que son mari est vivant, comme supposé, et ses 3 plus jeunes enfants sont malades. Elle doit s'en occuper et elle garde la plus vieille avec elle, vu que son mari n'est plus là. Elle envoie la deuxième plus vieille, Alice, avec Holmes pour aller confirmer l'identité du corps. Sauf que Holmes revient sans Alice, en disant à Madame Pitzel qu'elle est en sécurité maintenant
maintenant avec Benjamin déjà. Il lui a même dit que ce serait mieux de prendre Nellie et Howard aussi, pour ne pas qu'elle soit repérée lorsqu'elle irait retrouver son mari avec les 5 enfants. Fait que pendant ce temps, Alice écrivait des lettres à sa mère durant 3 semaines, mais Holmes ne les posta juste pas. La veuve a de se faire récupérer 10 000 $ de l'assurance, sauf qu'en octobre 1894, son ancien compagnon de cellule Marion a contacté le gardien car il voulait lui faire part d'une histoire étrange. Car lui, en prison, il avait entendu dire que la fraude que Holmes avait essayé de reproduire, que c'était un succès. Alors il était frustré de ne jamais avoir eu ces 500 $ qui lui avaient été promis au départ lors de la recommandation d'un avocat pour la première tentative. Marion voulait se venger et dénoncer Holmes. Voici une photo de Marion Edgepeth et de Frank Gaye, qui est le détective privé dont je vais vous parler à l'instant. Après le témoignage de Marion, la compagnie d'assurance demanda d'enquêter sur l'affaire. Le détective était Frank Gaye. Il était à la recherche de Holmes, de Pitzel, le croyant encore simplement vivant mais caché, et de ses 5 enfants. Mais sans pouvoir n'en trouver aucun de la famille Pitzel. Le détective a interrogé des témoins et il s'est rendu compte, à travers les témoignages, que Holmes avait séparé la mère de certains de ses enfants car il leur avait recommandé de l'accompagner à Chicago sous prétexte de les réunir tous ensemble. C'est tordu, là. Holmes a fait monter sa propre femme, qui ne savait rien de ce qui se passait, 3 de ses enfants séparément et Madame Pitzel. Il les a séparés, mais dans le même train, sans que jamais personne ne se rencontre. Holmes les avait emmenés à Cincinnati et les avait installés dans des hôtels différents, puis il les visitait tour à tour. Holmes et Madame Pitzel semblaient s'être évaporés, mais l'enquêteur a quand même réussi à retrouver la trace de Holmes. Il s'était réfugié dans un endroit d'Indianapolis, dans un petit chalet avec les 3 enfants. Il aurait visité une pharmacie locale pour acheter des médicaments pour tuer Howard Pitzel et visiter un atelier de réparation afin d'aiguiser des couteaux qu'il utilisait pour hacher le corps avant de le brûler. Dans ce chalet, ils y ont découvert les dents et les os du jeune Howard Pitzel dans une cheminée. Apparemment, son meurtrier, Holmes, avait découpé son corps avant de le brûler. L'enquêteur Gaillard a ensuite retracé Holmes à Détroit. Là, Holmes est resté temporairement au 241 East Forest Avenue. Holmes a creusé un trou dans le sous-sol, mais il l'a pas utilisé, et la poursuite a continué jusqu'à Toronto, dans la province de l'Ontario, au Canada. Puis, ça s'est arrêté. Il l'a complètement perdu de vue. La police ne le retrouvait pas. Elle est donc allée à sa dernière résidence, sauf qu'ils ont quand même réussi à apprendre qu'il était docteur. Ils ont trouvé le faux diplôme délivré à son nom dans le New Hampshire. Ils se sont rendus là-bas, mais personne ne connaissait Holmes. Mais en décrivant le suspect, tout le monde a reconnu Monsieur Mudgett. Donc, ils sont allés au domicile de Mudgett, mais il n'y était pas. Sa femme était là et semblait vraiment ignorer les activités noires de son mari. Et elle disait que Holmes, il travaillait dans plusieurs pays, dans plusieurs États, puis que c'était un inventeur. À ce moment même, il se trouvait à Boston. Mais bref, l'enquêteur ne trouvait pas Holmes. L'enquêteur était en désespoir. Ils ont fait un appel à témoins dans les journaux et quelqu'un a répondu à l'annonce en disant qu'il trouvait le comportement d'un de ses locataires de la rue Vincent à Toronto très louche. En arrivant sur les lieux, un jeune voisin de 18 ans s'est aussi souvenu de Holmes. Il lui avait emprunté un chat, mais il n'a jamais su pourquoi. Et quand le détective a découvert les corps de Alice et Nellie Pitzel, qui étaient enterrés dans une cave, il comprit que le tueur voulait vraiment se débarrasser de toute la famille. Et c'était vrai, évidemment, parce que Holmes craignait qu'Alice, qui avait 14 ans, ait reconnu le corps de son père lors de l'identification. Donc, il avait décidé de régler le problème. Il avait décidé de tuer les 2 jeunes filles en bas en les enfermant dans un grand coffre. Il l'avait rempli de gaz et avait coupé les pieds de Nellie parce qu'il croyait que de cette façon, la police ne pourrait pas l'identifier. Les corps étaient dans un tel état que lorsque Carrie Pitzel, là, j'étais un petit peu perdue dans les membres de la famille, mais je crois que c'est juste le nom de la mère, Madame Pitzel, la veuve de Benjamin. Donc, quand que Carrie était appelée pour identifier les filles, elle a juste reconnu sa fille Nellie à cause de son épaisse tresse brune. C'est fou. Je vais vous mettre la photo des 3 enfants, Alice, Nellie et Howard. Holmes est donc arrêté en novembre 1894 à Boston parce que depuis la première arrestation de juillet, il était sous mandat pour le vol des chevaux. Par la suite, une information intéressante survient pendant que Holmes est en prison.
Le gardien de l'hôtel de Holmes raconte qu'il n'a jamais pu nettoyer les étages supérieurs de l'hôtel. Il n'avait jamais été autorisé. Les enquêteurs commencent à mener des investigations pour finalement découvrir tous les éléments de torture et les méthodes utilisées par Holmes pour torturer et tuer. Ils découvrent aussi la façon qu'il avait de faire disparaître les corps. Et les policiers ont trouvé des affaires affreuses et répugnantes dans le château. Et attention, propos très crus. À partir de là, visuellement, le sous-sol ressemblait à d'autres sous-sols, jusqu'à ce qu'un policier maladroit perce un faux mur et trébuche dans une grande pièce secrète. C'était là, sans aucun doute, l'endroit où Holmes avait opéré. Au centre se trouvait un grand poêle, à proximité une épaisse table de bois qui portait les fines marques de couteaux tranchants, comme une table de boucher. Sur la table de dissection ensanglantée, il y avait des crânes, une omoplate, des côtes, un morceau de hanche, il y avait plein d'affaires qui jonchaient le sol. Dans une cuve d'acide, il y avait des os en train de se dissoudre, des morceaux d'eau humains et animales. Et au deuxième sous-sol, il y avait 3 grandes fosses remplies de restes humains, impossibles à identifier. Les cadavres avaient été ensevelis dans de la chaux vive. Ça formait une masse inextricable, genre un fouillis indissociable, et parfois on voyait un os ressortir ou la robe d'une fillette. Dans des caves adjacentes se trouvaient des vêtements tachés de sang, des sous-vêtements, des montres, des boutons, des chaussures, etc. Et puis sous l'escalier, une boule de tissu, était remplie de cheveux de femmes. C'est bizarre. Et dans les crématoires, il restait des cendres et des portions d'eau qui n'avaient pas brûlé sous la chaleur intense. Une recherche dans les cendres a révélé une montre, justement, ayant appartenu à Minnie Williams. Dans le sol de la salle de bain de la chambre de Holmes, dissimulé sous un épais tapis, les policiers ont trouvé une trappe et un escalier qui descendait dans une pièce d'environ 8 pieds carrés. 2 portes aussi donnaient sur cette chambre, l'une vers un escalier qui débouchait sur la rue et l'autre donnant accès à la chute qui descendait au sous-sol. Tout ça laissait deviner l'ampleur de l'horrible entreprise du docteur Holmes. En août 1895, donc 1 an après la révélation et juste avant le procès, un incendie d'origine inconnue ravagea l'hôtel quasiment en entier ainsi que des explosions. Suite à l'incendie, les étages supérieurs de l'hôtel ont été enlevés, le bâtiment a été réparé et les magasins au niveau de la rue ont été rouverts. Le terrain est resté vide pendant bien des années, puis en 1937, le bâtiment a été vendu au gouvernement américain et en 1938, ils l'ont complètement rasé pour reconstruire ce qui est encore là actuellement. Un bâtiment à cet emplacement qui est occupé par United States Post Office. Oui, un bureau de poste. Le bureau n'est pas exactement au même endroit, mais un de ses murs chevauche où était un des murs de l'hôtel avant. Voilà à peu près où était l'hôtel versus le bureau de poste. C'est un peu vague, mais comme je vous disais au début, le nombre de victimes d'Holmes est estimé à entre 20 et 150, mais possiblement plus de 200. Car ensuite, on se base sur des faits, des témoignages de l'époque, sur des personnes disparues, des voisins de Holmes, des gens ayant vu Holmes plusieurs fois en train de rôder avec des jeunes femmes qu'on revoyait juste plus jamais sortir de chez lui. On se fie aussi aux déclarations de Holmes, etc. Le nombre exact est extrêmement difficile à déterminer, car tant de personnes sont arrivées à l'exposition universelle, puis pour une raison ou une autre ne sont jamais revenues chez elles. L'exposition universelle de Chicago a duré 6 mois quand même et environ 27 millions de personnes y ont assisté de partout. Donc c'est très difficile de dire combien de victimes il y a eu, mais c'était une opportunité parfaite pour un démon meurtrier. Sûrement et assurément qu'il y a eu d'autres victimes que nous ne saurons jamais. Selon la police, le nombre officiel serait de 27, car Holmes en a avoué 27. Quand quelqu'un se fait arrêter pour tant de meurtres, on sait très bien comment ça va finir. C'est peine perdue pour lui et avouer devient alors juste une façon de se vanter.
Alors, il avouait 27 meurtres, mais seulement 9 d'entre eux ont pu être confirmés parce que j'imagine qu'ils n'ont pas retrouvé tous les corps et que les restants humains étaient difficilement identifiables avec les moyens de l'époque. Les corps retrouvés étaient dans un état de démembrement impensable, à un tel point que c'était impossible de déterminer à qui et combien de corps il y avait. Sauf qu'il y a quand même une petite corrélation, c'est que parmi ces victimes, on dénombre beaucoup de femmes blondes. Il y avait aussi quelques hommes et quelques enfants. Holmes possédait plusieurs affaires dans le centre-ville, dont un magasin de bonbons sur l'avenue Milwaukee, le Frank's Wild, une usine de verre, l'Eureka Glass Bending Factory, une manufacture de cigares et d'autres appartements. Un des bâtiments importants dans ces crimes était le bâtiment de l'entreprise de verre à Chicago, mais le lieu fut surnommé de Dump Body, le dépotoir de corps. On y trouva plein de documents de Holmes, sûrement des documents que les entreprises qui le poursuivaient cherchaient quand il faisait des investigations dans le château. En fait, c'était sûrement storé à son entreprise de verre. On y trouva aussi là-bas un tas de cendres louches, etc. Holmes avait un homme qui travaillait pour lui, surtout dans cette usine à verre-là, et il s'appelait Patrick Quinlan. Patrick a été retiré un paquet de matériaux ou de je ne sais quoi de ce building. On sait aujourd'hui que Holmes est venu rendre visite à Patrick dans ce building le lendemain du meurtre du garçon Pitzel de Howard. C'est mentionné dans une lettre. Les polices ne voulaient pas vraiment enquêter sur ce building à l'époque. Ils étaient juste plus capables de cette histoire. Ils étaient épuisés. Ils ne voulaient rien savoir. Donc on ne sait pas trop quand ça a été démoli, ce qui est arrivé avant, pendant puis après à cet endroit-là. L'emplacement est situé au bout opposé de l'emplacement de l'hôtel. Je peux vous remettre la map encore si vous voulez comme visualiser. Je suis pas entrée dans les détails dans cette vidéo-ci, mais je vous invite à aller voir le film documentaire ou lire d'autres écrits sur l'histoire de Holmes, car on y trouve beaucoup plus de détails à propos de ses talents et de ses habiletés, puis de ses études. Il suait beaucoup, il disséquait beaucoup avec précision. Tu sais, je vous disais que le mot minutieux était important. Pour lui, il savait ce qu'il faisait. Il savait où couper, il savait quoi donner pour avoir tel effet sur le corps. Il faisait ses propres études, un peu comme des chercheurs font des expériences sur des souris, mais Holmes, lui, le faisait sur des humains. Je crois avoir vu aussi qu'il était question de rapports sexuels aussi avec certains corps, malgré qu'on n'en parle pas du tout dans sa fiche Wikipédia, mais tu sais, Wikipédia, à quel point c'est fiable aussi. Donc, il était vraiment malsain, puis on peut lire beaucoup de précisions sur sa façon de procéder avec des détails plus gore sur ses meurtres dont je ne vous ai pas parlé dans cette vidéo parce que, ben, ça m'écoeure, puis il y a assez d'informations pour faire une vidéo encore bien plus longue. Un jeu d'horreur aussi a été créé selon cette histoire, ainsi qu'un jeu de société. Vous irez voir en barre d'infos, je vais mettre quelques liens.
Je sais qu'il y a l'arrière-petit-fils d'Holmes qui a écrit un livre, le livre Bloodstains, qui affirme s'être inspiré à partir des journaux et récits intimes ayant été transmis de génération en génération dans sa famille. Je sais pas trop, honnêtement. Dans cet ouvrage, il fabule que Holmes serait en fait Jack l'Éventreur, mais on en reparlera de Jack dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Jack l'Éventreur, c'est un tueur en série des années... je crois que ses meurtres ont été connus en 1888, mais on connaît juste rien sur lui, en fait. On sait qu'il a sévi dans un district londonien, dont à Londres, en Angleterre, Royaume-Uni, dans ces coins-là. C'était à peu près dans les mêmes années que le tueur Holmes était actif, sauf qu'on sait rien sur Jack l'Éventreur, qui était son surnom, évidemment. On ne sait pas sa date de naissance, on ne sait pas son nom, on ne sait pas son décès, ni la cause. C'est peut-être une des multiples identités de Holmes, qui sait. Fait qu'il y a eu au moins 5 meurtres faits par cette personnalité, mais... Fait que revenons à la conclusion avec Holmes. Le procès et l'exécution. Holmes a reçu évidemment la peine de mort et a été condamné quand il avait 35 ans. C'était très jeune. Le procès a duré seulement 6 jours, près de Halloween en fait. Le jury a délibéré seulement 2h30, mais ils se sont entendus sur le verdict en 1 minute. Genre, ils sont restés 2h30 pour la parure des choses, là. Et donc, le 30 novembre de 1895, Holmes n'était pas encore condamné à tout ce dont il avait fait, mais il était déjà condamné à la peine de mort anyways. Donc, c'est un peu pour ça aussi que, genre, les policiers ont pas voulu creuser plus loin. Tout le monde savait que ça serait la peine de mort de toute façon. Et là, même en prison, cet hostie de pourriture marchandait avec les gardiens car il était très charmeur. Puis les gardiens l'aimaient et lui accordaient des faveurs. Sérieux, il lisait les journaux, il portait ses propres vêtements, il pouvait recevoir de la nourriture provenant de l'extérieur, une vraie vidange humaine. Il a même demandé appel à la cour, mais ça a été refusé. J'espère, Chris! Voyons! Il a été pendu le 7 mai 1896 à la prison de Moyamensing en Pennsylvanie. On sait qu'il a aussi fait des meurtres à Toronto, au Canada. C'est un des 27 qui l'aurait avoué après avoir connu sa condamnation et il a aussi avoué 6 autres tentatives de meurtre. En échange de la confession du journal, Holmes fut payé 7 500 $, soit l'équivalent de 200 000 $ aujourd'hui. Holmes, qui aime mener les gens en bateau, donne alors de nombreuses versions de confessions différentes. Il dit des contradictions sur sa vie. Il dit d'abord qu'il est innocent. Holmes a continué à manipuler même depuis une cellule de prison, ciboire. Avant sa condamnation, il a écrit un manifeste qu'il a appelé « La propre histoire de Holmes ». Dans le manifeste, Holmes a affirmé qu'il n'avait jamais tué personne. Dans le livre, il raconte des histoires folles expliquant tous les meurtres dont il avait été accusé. Il a affirmé que Minnie Williams avait assassiné sa propre sœur et que Benjamin Pidzel s'était suicidé, mais qu'il lui avait demandé de manipuler la scène de suicide pour que sa famille croie à un cambriolage qui avait mal tourné, etc. Vous voyez ce genre d'excuses de marde. Puis, il dit aussi qu'il est possédé par Satan, etc. T'sais, c'est pas juste des paroles qu'il lance, là. Non. Il disait être possédé et que son visage prenait la forme de Satan, là, qu'il s'allongeait. Il disait être convaincu de ne plus avoir rien d'humain en lui, qu'il était le diable même. Mais on sait pas s'il disait ça juste pour provoquer ou s'il le croyait vraiment. Ce qui est fascinant et choquant, c'est la facilité avec laquelle Holmes raconte ses mensonges à tout le monde, à tous les chercheurs impliqués, qui finalement ont beaucoup de difficultés à trouver la vérité, à faire des liens puis à boucler l'histoire. Les gens ont de la misère à évaluer la véracité de ses dires puis savoir sur quoi on peut se fier. Parmi ces 27 aveux, certains des gens qu'il disait avoir tués étaient encore en vie à ce moment-là, donc ça fait aucun sens. Aussi, la façon qu'il décrivait les meurtres qu'il avait soi-disant commis, c'était juste débile. Celui de Benjamin Pidzel avait été le plus amusant à faire selon lui. What the fuck? Un meurtre amusant, en tout cas. Il disait que c'était un idiot, Pidzel, là, un idiot intelligent qui faisait tout ce qu'il voulait. Holmes n'a jamais démontré aucun signe de regret de quoi que ce soit, même que juste avant son exécution, 2 prêtres catholiques sont allés le voir dans sa cellule, puis il a accepté de communier, mais il a refusé totalement de se repentir pour ses crimes. Au moment d'être pendu, Holmes ne démontre aucune peur, aucun signe d'anxiété ni de dépression. Et pour plus de détails morbides, désolé si vous êtes fragile
difficile au vocabulaire. Moi-même, je le suis, mais lors de sa pendaison, le cou de Holmes ne se fracture même pas. Il met plus de 15 minutes à mourir, puis il est déclaré mort après 20 minutes. Ce qui est assez long dans le cas d'une pendaison, puis tout le monde voulait voir ça. Le monde sont fous, là. Il y a une foule de gens qui se sont précipités au lieu de l'exécution, puis qui étaient fans de Holmes et en admiration genre morbide devant cet individu. La police a dû intervenir, on distribuait des billets pour pouvoir se présenter sur place. What the fuck? C'est donc ben glauque! Genre, ah, je m'en vais voir un spectacle à un festival! Oh! Non! Mais le double de gens se sont présentés. Wow! Wow! Genre, toute la foule plaisantait, puis pour eux, c'était comme un show vraiment qu'ils allaient voir, là. C'était drôle. What the fuck? En tout cas, Holmes, du haut de l'échafaud, se mit à parler, puis là, tout le monde se tut. Comme si genre, ouh, Dieu parle, on l'écoute. Puis là, alors qu'il avait déjà tout avoué, avoué, puis désavoué, puis avoué, en tout cas. L'affaire qu'il dit, avant de crever, c'est qu'il niait l'assassinat de Benjamin Pitezel ou tous les enfants. Puis là, les mains du bourreau tremblaient. Et Holmes a fait son charmeur une dernière fois. Il a dit de façon très ironique, comme il avait l'habitude de le faire, « Prenez votre temps, vieil homme. » Pardon. C'est ça qui est ça! Plein de gens voulaient acheter son cerveau et étudier son corps, puis tout le kit, mais ça n'a pas pu arriver. Malgré ce qu'il a osé faire, commettre comme crime, malgré la pourriture de cette âme-là, la dernière volonté de Holmes fut accordée. Quelle était sa dernière volonté? C'est dégueulasse. Holmes, avec ses idées perverses, là, puis barbares, voulait que son corps, à lui, soit coulé dans du béton pour ne pas que personne puisse le disséquer et le torturer après sa mort, comme il avait fait à ses victimes. Et on lui a accordé. Il ne voulait pas que personne ne le mutile. L'enfoiré de sacrement. Il a aussi demandé que rien ne vienne identifier l'emplacement de sa tombe. Accordé aussi! Ben oui, rien. Il serait enterré au cimetière Holy Cross de la ville de Yeadon, État de Pennsylvanie, aux États-Unis. On peut juste voir un espace de gazon là, sans pierre. C'était vrai, ça l'est encore, mais il y a quand même eu une petite mise à jour récemment. Le corps de Holmes aurait été enfin exhumé en 2017 parce que ça faisait plus d'un siècle que les gens se demandaient s'il n'avait pas fait une autre escroquerie et qu'il n'avait pas fait pendre et enterrer quelqu'un d'autre à sa place pour simuler sa propre mort. Comme le raconte la théorie, Holmes aurait soudoyé les fonctionnaires de la prison pour qu'ils évitent complètement la pendaison à Holmes et mettent un cadavre dans le cercueil à sa place. Ensuite, Holmes aurait été sorti clandestinement de la prison afin de s'échapper en Amérique du Sud. Des anciens employés de l'hôtel auraient déclaré avoir vu des lettres de Holmes adressées à ses avocats et associés après sa mort, expliquant comment il avait échappé à la pendaison et avait disparu. Ces lettres n'ont jamais été retrouvées, donc c'est peut-être juste des rumeurs. Les petits-enfants, dont celui qui a écrit le livre dans lequel il fabule que Holmes soit Jack l'Éventreur, ont facilement pu le faire exhumer et les tests ont confirmé que c'était le même ADN. Cependant, son petit-fils nie encore que ce soit le cas et il dit que la confirmation n'est pas fondée, bref, il y a encore des doutes. Puis là, on l'a remis à la même place et il n'y a toujours pas rien pour identifier sa tombe. Puis au départ, quand il avait creusé à cet endroit-là pour l'exhumer, il avait trouvé comme un espèce de tombeau vide. Il n'y avait pas de corps dedans, mais là, ils ont comme creusé plus loin, puis là, il y avait une autre tombe, genre un autre truc de béton, puis là, le corps était vraiment dedans. En tout cas, bref, c'était bizarre. Ils ont eu quelques sueurs froides en voulant exhumer le corps, mais finalement, ils ont vraiment trouvé un cadavre. Même si, là, aujourd'hui, il y a encore des doutes pour certains que ce soit ou ne soit pas Holmes. Et là, il y a plein de légendes autour de sa mort, disant, ça c'est depuis le début, là, disant que quand son cou avait finalement brisé, qu'un éclair avait retenti. Il y a même des gens qui disent qu'il continue encore de torturer et tuer des gens à partir de l'au-delà. On disait que même s'il était mort et enterré dans du béton, que les gens ayant été impliqués crevaient tous un à cause de Holmes. Cette rumeur s'appelle la malédiction d'Holmes. Puis dans ce temps-là, ça avait même ébranlé les esprits les plus sceptiques parce que c'était tellement gros comme histoire. Puis la seule personne qui restait, qui pouvait peut-être donner plus d'informations, c'était le gardien de l'hôtel. Sauf qu'en 1914, il s'est suicidé. Il s'appelait Pat Quinlan, on en a parlé un peu tantôt,
Il travaillait aussi pour Holmes dans l'entreprise de verre. Pat Quinlan a acheté le château des meurtres de Holmes, en a restauré des parties et en a pris soin. Quelques années après l'achat, il a affirmé qu'il était hanté. Il est mort dans le château des meurtres après s'être suicidé par empoisonnement à la strychnine, un pesticide. Est-ce qu'il était donc complètement innocent? J'ai des doutes parce que des rumeurs disent qu'il a tué lui aussi pour des questions de fréquentation secrète extra-conjugale de femmes. Donc les mystères de la Grande Demeure, surnommée le château, restèrent tous inexpliqués après la mort de Patrick. Les parents de Patrick disaient que leur fils était tourmenté depuis des mois et qu'il était hanté. Mais imaginez, là, vous êtes le gardien d'un château où il s'y passe tout ça. Vous devez ensuite vivre avec le fait d'avoir été le gardien de pour cet individu, alors que vous n'étiez sûrement même pas au courant de rien du tout. Mais ça doit être vraiment lourd à porter puis traumatisant. Le site vacant de l'ancienne usine de verre a été excavé en 2016 et ils n'ont rien trouvé d'exceptionnel, mis à part quelques vieilles briques et des morceaux d'ancienne porcelaine, etc. Mais en même temps, le motif de l'excavation n'était pas de découvrir quelque chose, c'est juste que des gens passionnés par l'histoire de Holmes ont été sur les lieux pour tenter de regarder en même temps s'ils trouvaient pas quelque chose, donc. Et sur ça, je vous laisse sur les belles paroles de Holmes. Je suis né avec le diable en moi. Je ne pouvais nier le fait que j'étais un assassin, pas plus que le poète ne peut nier l'inspiration qui le pousse à chanter. Le jour où je suis né, le malin se tenait debout près du lit et il a toujours été avec moi depuis. Il y a vraiment des gens qui vont pas bien dans le coco, là. Merci de vous être abonné. Vous pouvez me suggérer des sujets de vidéos en commentaire ou sur ma page Facebook. Pour cette fois-ci, c'est fini, esti! J'espère ne plus jamais avoir à raconter cette histoire à nouveau. J'aime pas trop la vibe de cette histoire-là, mettons. Hein? Ok, je vais aller regarder des vidéos de petits chats parce que j'ai besoin d'une dose de positivisme. Ok, bye! 10-4